La plupart de ceux qui investissent en bourse et en ETF finissent par faire de grosses erreurs. Mauvais choix d'ETF, mauvaise stratégie, perte de temps et parfois donc plusieurs milliers d'euros envolés. Dans cette vidéo, je vous montre tout ce que j'aurais rêvé qu'on m'explique quand j'ai débuté. Comment fonctionnent vraiment les ETF, lesquels choisir, comment investir efficacement, et je le fais avec vous en direct, étape par étape. Et restez bien jusqu'à la fin, je vous donnerai un plan en 6 étapes pour bien investir et je répondrai aux questions que vous m'avez le plus posées sur les ETF. Donc bonjour, je suis Mathieu Louvet, conseiller en gestion de patrimoine, fondateur du cabinet S'Investir Conseil et fondateur de S'Investir. Alors si vous voulez tout savoir sur les ETF et poser les bases d'un patrimoine solide, cette vidéo est faite pour vous. Donc dans cette formation guide complet ETF, on va voir ensemble le fonctionnement des ETF, tout ce qu'il faut savoir, les meilleurs types d'indices répliqués par les ETF, comment investir en ETF, donc investir comme un pro, on verra les bonnes astuces, les bons conseils à adopter, les risques et inconvénients des ETF à connaître avant d'investir, les erreurs en ETF qui coûtent cher et ce qu'il faut faire, quels ETF choisir, donc on verra une méthode étape par étape pour sélectionner les meilleurs ETF. On verra aussi une liste des meilleurs ETF à garder toute sa vie, achat en direct sur mon écran pour 1000 € d'ETF. On verra donc votre plan d'action en 6 étapes plus les 10 meilleures pratiques et je répondrai à toutes vos questions sur les ETF, les questions les plus posées. Donc quand on parle d'ETF, on parle évidemment de la bourse. Ce qu'il faut savoir, c'est que la bourse est un des placements les plus rentables historiquement et également les plus passifs grâce aux ETF. Vous verrez que ça prend très peu de temps. Sur des temps raisonnablement longs, la bourse donc est un des placements les plus rémunérateurs. Ici donc sur 40 ans, on voit que la bourse a rapporté 12,4% par an. Donc c'est le placement le plus rémunérateur parmi aussi logement à Paris, foncière, OPCI, SCPI, assurance vie, obligations, livret A, hors inflation. Donc grâce à ça, vous allez pouvoir vraiment faire fructifier votre épargne, développer votre richesse, développer votre capital. Aussi la bourse, c'est très puissant parce que c'est un des placements sur lequel on a le plus d'historique. Si vous aviez investi $1 en 1802 sur des actions en bourse, aujourd'hui vous auriez un peu plus de 3 millions de dollars net d'inflation. Et donc, c'est bien plus évidemment que des obligations où on n'aurait que 1800 $, que l'or net d'inflation, on n'aurait que 3 $, et que de ne rien faire évidemment sur un compte courant par exemple, eh bien $1 à cause de l'inflation aurait perdu énormément de pouvoir d'achat et vaudrait aujourd'hui autour de 2 centimes de dollars uniquement. Donc on va voir que les ETF nous permettent d'investir de manière facile et de manière très performante en bourse. Ici, donc, un simple ETF sur des actions américaines a rapporté historiquement autour de 10% par an, ce qui permet en fait de doubler votre capital tous les 7 ans. Ici, on voit donc si vous aviez investi dans les années 70 $1000 sur ces actions américaines, vous auriez aujourd'hui 224 000 $. Et si la bourse est si puissante, c'est parce qu'elle repose sur le principe des intérêts composés. Donc les intérêts composés, c'est très simple à comprendre, c'est que l'argent que vous gagnez grâce à votre investissement aujourd'hui, eh bien cet argent-là gagné, les intérêts gagnés, vont générer des intérêts à leur tour, vont générer des gains à leur tour. Donc c'est un effet boule de neige et ça va permettre de faire grossir votre capital de manière exponentielle. Donc ça va aller beaucoup plus vite qu'un placement qui va être linéaire sans intérêts composés. Donc pour que vous compreniez très bien, imaginez que l'année 1, vous placiez 1000 € à 10%. Vous gagnez donc 10% de 1000 €, soit 100 €. L'année 2, eh bien, vous avez donc 1100 € à investir. Les 1000 € initiaux plus les 100 € de gain. À 10%, vous gagnez donc 110 € de gain. L'année 3, rebelote, vous avez 1210 €. À 10%, 121 € de gain. Donc vous voyez peu à peu que chaque année, on est en train de gagner un peu plus. Année 4, année 5, etc. Et donc, l'année 10, on ne gagne plus 100 € comme l'année 1, mais on est en train de gagner 236 € par an, etc., etc. Et donc, grâce aux intérêts composés, au lieu d'avoir gagné 100 € pendant 10 ans, donc ça ferait 1000 €, on aurait un capital final de 1000 plus les 1000 initiaux, donc 2000 €, et bien non, on se retrouve avec un capital final de 2594 €. Donc, c'est les intérêts composés qui font qu'on gagne de plus en plus d'argent au fil du temps. Et donc, si vous arrivez à maximiser vos performances en bourse, en investissement, eh bien, vous allez avoir des résultats qui sont très significativement différents. 10 000 € investis pendant 50 ans, si vous obtenez seulement 1% de performance annuelle, vous obtiendrez un capital final de 16 446 €. Mais si vous obtenez 10 fois plus de rendement, donc à 10% par an, vous obtiendrez un peu plus de 1 100 000 €.
Donc en faisant x10 sur votre performance, vous n'obtenez pas x10 au niveau des gains, vous obtenez x 71,38. Donc l'idée est d'investir de la bonne manière et le plus tôt possible pour maximiser vos intérêts composés. Et donc c'est ce qu'on va voir grâce aux ETF. Et donc je réponds déjà à une première question. Faut-il beaucoup d'argent pour investir en bourse? Et imaginez que vous investissiez 150 € par mois, c'est 5 € par jour, à 10% pendant 35 ans. Vous aurez investi au total de votre poche 63 000 €. Mais grâce aux intérêts composés. Donc vous voyez qu'il n'y a pas besoin d'avoir une capacité d'épargne énorme pour pouvoir avoir des résultats significatifs en bourse. Autre exemple ici, 300 € par mois à 10% par an pendant 35 ans. Eh bien, vous avez investi de votre poche 126 000 €, mais in fine, vous obtenez un peu plus de 1 million d'euros d'intérêts générés. Parlons maintenant, évidemment, donc des ETF qui vont nous permettre d'investir de manière performante, de manière accessible, de manière simple en bourse. Alors, qu'est-ce qu'un ETF? ETF, c'est pour Exchange Traded Fund. Donc, c'est un acronyme anglais qui est un petit peu comme ça difficile à comprendre, mais vous allez voir que c'est très simple. C'est un panier d'actions échangeables en bourse. Donc, il faut imaginer que c'est un panier dans lequel on va mettre plusieurs actions d'entreprises cotées en bourse et sur lequel on va pouvoir investir très facilement. Par exemple, pour que ce soit très parlant, eh bien vous connaissez sans doute le CAC 40, donc l'indice boursier le plus connu en France, donc qui rassemble 40 des plus grosses sociétés françaises cotées en bourse. Donc on voit Accor, Air Liquide, Airbus, AXA, BNP, Carrefour, Crédit Agricole, Safran, Vinci, Veolia, etc. Donc vous avez 40 entreprises, donc c'est un panier d'actions. Et la performance donc de ces 40 actions va un petit peu refléter la performance du marché boursier français. Dans ce panier d'actions, donc de 40 entreprises, eh bien, il y a des entreprises qui sont plus grosses que d'autres en termes de capitalisation boursière. La première entreprise dans ce panier qui va peser 9,76%, c'est LVMH, donc une entreprise du luxe. Ensuite, on va avoir Hermès, 9,61%, également dans le luxe, L'Oréal, Airbus, Schneider, Essilor, Safran, Total, Sanofi, Air Liquide. Donc ça, c'est les 10 principales positions. Et ce qu'il faut comprendre déjà, c'est que ces 40 entreprises ne sont pas représentées de la même manière. C'est au pourcentage, c'est pondéré en fonction de la capitalisation boursière, donc en gros de leur grosseur sur les marchés financiers. L'indice CAC 40 donc va avoir plusieurs secteurs d'activité, donc il va être relativement diversifié. Services aux consommateurs à 32%, on va avoir de l'industrie, des services financiers, de la santé, des matériaux de base, de l'énergie, technologie, consommation de base, etc. Et donc, pour rendre les choses très concrètes, eh bien, sachez qu'on a un ETF qui va investir sur ce fameux CAC 40. Il y a même plusieurs ETF qui permettent de faire ça. Et je vous donne ici donc un exemple, le Amundi CAC 40 UCITS ETF AC. Alors, on verra ce que son nom veut dire. Et ce qu'il faut retenir, c'est que c'est Amundi, donc une filiale du Crédit Agricole, qui va gérer cet ETF. Et vous voyez, vous pouvez l'acheter à 38 € par part. Donc, chaque part de l'ETF eh bien, s'achète à 38 €. On voit ici les frais de gestion, on voit l'encours, on va reparler de tout ça. Mais on peut déjà voir, donc au niveau de sa composition, on retrouve Schneider, Total, LVMH, Airbus, Safran, etc. Et ici, on voit en fait la performance du CAC 40 avec les dividendes. On reparlera aussi des dividendes. Donc, vous voyez ici la performance de l'indice CAC 40 en bleu. Et vous voyez de manière très juxtaposée l'ETF en orange ici, qui réplique du coup cet indice-là. Et donc, en achetant un simple ETF CAC 40 comme celui-ci, on va s'exposer à l'indice CAC 40. On va avoir en portefeuille les 40 entreprises donc du CAC 40 en une seule transaction. Donc, c'est ce que permettent les ETF de s'exposer comme ça, de manière très simple, de manière très rapide, à plusieurs entreprises, donc à un panier d'actions en bourse. Alors, il n'y a pas que la France et le CAC 40, on peut aussi investir sur toutes les zones géographiques au monde, en commençant évidemment par le S&P 500. Donc, c'est l'indice phare des États-Unis, les États-Unis étant le plus grand marché financier au monde. Et donc, le S&P 500, on va retrouver 500 des plus grosses sociétés cotées aux États-Unis. Et dans le top 10, on va retrouver Nvidia, Microsoft, Apple, Amazon, Meta, donc Facebook, Instagram, etc., Broadcom, Alphabet, la maison mère de Google, avec donc la part A ici, Tesla, on a la part C de Alphabet, c'est juste deux actions différentes, mais c'est la même entreprise, Berkshire Hathaway. Et à l'intérieur, on va retrouver également tous les secteurs d'activité
évidemment la tech qui représente 33% de l'indice, donc c'est le secteur le plus représenté. Mais on a ensuite services financiers, biens de consommation cycliques, services de communication, santé, etc. Et donc, c'est la même chose que pour le CAC 40. On va retrouver des ETF S&P 500 sur lesquels on va pouvoir investir très facilement et on va pouvoir s'exposer comme ça aux 500 plus grosses sociétés américaines. Encore une fois, on voit la composition de l'indice. On voit effectivement que on retrouve donc Nvidia, Microsoft, Apple, etc. Et au niveau de la performance, on retrouve la performance du S&P 500 et l'ETF qui réplique très bien son indice de référence. Même, il a réussi à avoir une performance légèrement supérieure grâce à des optimisations que peut faire l'ETF, notamment au niveau des dividendes. On reparlera de tout ça ensuite. Mais ce que permettent de faire les ETF, c'est même d'aller encore bien plus loin que tout ça, avec notamment l'indice MSCI World. Imaginez qu'on vous dise qu'à partir de 5 euros, vous puissiez investir sur les 1400 leaders de leur marché, les 1400 plus grosses sociétés cotées en bourse sur 23 pays dits développés. C'est ce que permet l'indice MSCI World. Et à l'intérieur, on va retrouver les États-Unis à 72%, le Canada à 3%, le Japon à 5%, l'Union européenne à 19%. Et donc, dedans, on va retrouver la France. Et donc, on va retrouver à l'intérieur les 40 entreprises du CAC 40. On a aussi l'Australie. Au niveau du top 10 des positions, on retrouve Nvidia, Microsoft, Apple. Effectivement, c'est les plus grosses sociétés cotées aujourd'hui sur les marchés développés. On va retrouver également tous les secteurs d'activité. Et donc, grâce à un simple ETF World, on va pouvoir avoir un portefeuille ultra diversifié sur 23 pays, 1400 entreprises, tous les secteurs, avec les plus gros leaders de leur marché, et donc profiter de tout ça. Puisque je rappelle aussi qu'en bourse, quand on devient actionnaire d'une société, on en devient copropriétaire et donc aussi copropriétaire d'une partie de leurs bénéfices. Et donc, c'est comme ça qu'on va pouvoir faire fructifier son capital, investir en bourse et avoir un portefeuille bien diversifié de cette manière. On verra que ça permet de minimiser les risques puisque dans les 1400 entreprises, si une entreprise fait faillite, ça se ressentira vraiment pas beaucoup. Grâce aux ETF, on peut aussi aller chercher les marchés dits émergents. Donc, on va retrouver l'Inde, la Chine, le Brésil, des pays d'Amérique latine, le Mexique, l'Afrique du Sud, des pays d'Asie, des pays du Moyen-Orient et quelques pays aussi de l'Europe de l'Est. Et donc, ça va nous permettre de diversifier encore plus son portefeuille en s'exposant à des pays avec une forte croissance démographique, une forte croissance économique également, et donc de rajouter encore une brique à son portefeuille avec, encore une fois, un simple ETF qui va s'acheter autour d'une dizaine d'euros en une fraction de seconde. Et donc, très facilement, on va avoir un portefeuille très diversifié, très optimisé. Dans un ETF Emerging Markets, on va retrouver donc dans les principales positions Taiwan Semiconductor, donc TSMC, Tencent Holding, Alibaba, Samsung, HDFC Bank, Xiaomi, etc. Et au niveau des secteurs, encore une fois, on va retrouver également tous les secteurs représentés. Donc, vous comprenez maintenant le fonctionnement des ETF. Un ETF, c'est simplement un panier d'actions qui va refléter donc un indice boursier. C'est pour ça qu'on parle d'ETF indiciel. Et on a vu donc différents indices sur lesquels on va pouvoir investir, le CAC 40, le S&P 500, le MSCI World, le MSCI Emerging Markets. Et donc tout ça, on va pouvoir créer un portefeuille en quelques clics, en quelques instants, très diversifié, très optimisé. Alors, il y a d'autres raisons qui font que ça peut être très intéressant d'investir sur les ETF. Donc, on va voir la partie 2 ici. Pourquoi investir en ETF? Déjà, c'est donc un actif, un placement qui est en train d'exploser. Alors, ça a déjà explosé aux États-Unis. Un Américain sur deux sait déjà ce que c'est qu'un ETF et beaucoup investissent là-bas parce qu'ils ont compris l'intérêt d'investir en ETF. En Europe, ça arrive de plus en plus. Il y a de plus en plus d'investisseurs en ETF. Il y a 23 millions d'investisseurs en ETF en Europe. Donc, c'est un investisseur sur 5 qui investit en ETF. Et en France, on a une croissance du nombre d'investisseurs en ETF qui est la plus importante d'Europe. Et cet engouement s'explique notamment par la raison 1 de pourquoi investir en ETF. Déjà, c'est parce que c'est très simple. Il vous suffit de choisir un ETF, de bien le sélectionner. Ça, c'est peut-être la partie la plus complexe, de créer son portefeuille, de bien comprendre la bourse, etc. Mais ensuite, vous verrez que c'est très simple d'acheter, de vendre un ETF. Ça se fait en quelques fractions de secondes sur votre compte d'investissement. Il suffit de cliquer sur le bouton acheter ou de cliquer sur le bouton vendre.
Mais justement, c'est tellement facile qu'il faut quand même bien faire attention et bien se former sur le sujet avant de passer à l'action. Raison numéro 2, la praticité, puisque eh bien, déjà, les ETF sont très liquides, c'est-à-dire que vous allez pouvoir les acheter et les vendre comme c'est coté en bourse très rapidement quand vous le souhaitez. Attention, petit disclaimer, tout de même, un investissement en bourse se fait toujours sur le long terme, donc il faut compter quand même une dizaine d'années d'investissement minimum. Il ne faut pas acheter et vendre des ETF à la journée, à la semaine ou au mois. Ça s'appelle du trading, c'est de la spéculation, il faut faire très attention à ça, c'est pas du tout recommandé. Mais également, les ETF sont très pratiques puisqu'on a vu tout à l'heure qu'avec un simple ETF, vous allez pouvoir avoir plus de 1000 entreprises dans votre portefeuille et donc vous n'aurez pas besoin de gérer 1000 entreprises, de passer 1000 ordres. Non, vous achetez directement le panier détenant ces 1400 entreprises par exemple pour le MSCI World et donc c'est très pratique. Raison numéro 3, eh bien c'est très accessible puisque vous pouvez acheter aujourd'hui des ETF à partir de 5 € seulement et déjà avoir des portefeuilles très diversifiés. On a parlé du MSCI World, vous trouverez des ETF qui s'achètent autour de 5 € par part sur cet indice. Donc ça demande un apport très faible et c'est donc un investissement vraiment accessible à tous, contrairement par exemple à l'immobilier qui peut demander un sacré apport, qui peut demander un sacré dossier au niveau du financement et de la solvabilité, qui demande un engagement important, qui demande de s'endetter sur plusieurs années, etc. Là voilà, vous pouvez commencer progressivement dès 5 €. Raison numéro 4, c'est que la stratégie, elle est passive. Ça prend très peu de temps. Ça prend 5 minutes par mois maximum. Et encore, vous pouvez tout automatiser pour que ça ne vous prenne aucun temps tous les mois. Et donc, programmer des investissements, typiquement pour investir tous les mois de manière automatisée. Raison numéro 5, c'est que les frais des ETF sont très faibles. Ici, vous voyez 0,25% par an seulement de frais de gestion. 0,40 on peut trouver pour les ETF les plus chers, on va dire. Mais sinon, vous trouverez aussi des ETF à 0,20, parfois 0,10. L'ETF le moins cher en Europe, il est à 0,03% par an seulement, sachant que ces frais sont prélevés directement sur la performance de l'ETF. Donc, ce n'est pas un coût à payer directement de votre poche, c'est directement pris sur votre placement. Et sachant aussi, comme on a vu tout à l'heure, que parfois les ETF arrivent tellement à optimiser les choses que ces frais sont gommés et que leurs performances nettes de frais sont meilleures même que l'indice répliqué. Et évidemment, si on compare les ETF actions avec les fonds d'investissement classiques que vous allez retrouver chez votre banquier ou dans votre assurance vie de votre conseiller traditionnel, on va dire, eh bien, ce sera complètement différent puisque ces fonds-là que va vous conseiller votre banquier, au niveau des frais, ça sera plutôt autour de 1,4% par an de frais de gestion, auxquels s'ajouteront potentiellement les frais de votre contrat d'assurance vie, peut-être de 1%. Voilà, ça peut faire des frais très élevés. Donc, vraiment attention à ça au niveau des frais. Les ETF actions, la moyenne, c'est 0,38% par an. C'est vraiment beaucoup moins cher. Et donc, ça va apporter beaucoup plus de performance sur la durée. Pour que vous compreniez d'ailleurs l'impact des frais, ici, j'ai fait une comparaison entre investir 10 000 € à 10% par an avec 0% de frais et avec 1,5% de frais. Vous voyez que sur 30 ans, avec 1,5% de frais, vous n'obtenez in fine que 115 000 €. Sans frais, on est à 174 000 €. Donc, il y a 58 000 € qui sont partis à cause de ces 1,5% de frais. Donc, il faut faire très attention à ces petites lignes. C'est moins 33%. Ce n'est pas 1,5% de frais, c'est moins 33% sur 30 ans. Et évidemment, c'est bien pire si vous avez votre contrat d'assurance vie chez votre banque ou chez un conseiller traditionnel, puisque je vous disais, le contrat va être de 1%. Les fonds à l'intérieur vont avoir des frais autour de 2%. On peut rapidement monter à 3% de frais par an. Et là, sur 30 ans, on peut vous prendre près de 100 000 € ici. On vous prend 56% de la performance. Donc, c'est énorme. Donc, grâce aux ETF, on va minimiser ses frais et donc on va maximiser sa performance. C'est mathématique. Raison numéro 6, on va avoir une fiscalité efficiente. On va optimiser fiscalement son investissement en ETF puisqu'on va pouvoir le mettre dans différentes enveloppes. Donc, en France, on va trouver le PEA, le plan épargne en action, qui est très avantageuse fiscalement. Le PER pour défiscaliser lorsque vous avez beaucoup d'impôts sur le revenu. L'assurance vie aussi, qui est le couteau suisse de l'épargnant et qui a des avantages également fiscaux. Et à l'intérieur de ces différentes enveloppes, vous allez pouvoir mettre des ETF. Et là, c'est vraiment très, très efficient. D'ailleurs, j'ai fait un comparatif complet des meilleurs PEA, des meilleurs PER et des meilleures assurances vie.
Vous trouverez ça en description si vous voulez télécharger donc ce comparatif, ce tableur complet des meilleurs contrats existants actuellement. Septième raison d'investir en ETF, c'est que vous allez avoir deux types d'ETF qui vont vous faire profiter des dividendes. Donc, un dividende, je rappelle, c'est une entreprise qui a généré des bénéfices, peut, si elle le veut, reverser donc, une partie de ses bénéfices directement dans le compte espèce des actionnaires. Donc, on dit qu'elle va détacher des coupons, donc elle va verser de l'argent à ses actionnaires. Et grâce aux ETF, vous allez pouvoir en profiter. Et vous allez pouvoir en profiter de deux manières différentes. Soit avec des ETF qui sont dits capitalisants, ou soit avec des ETF qui sont dits distribuants. Au niveau de la politique des dividendes, qu'est-ce qui se passe lorsqu'une entreprise à l'intérieur de votre ETF verse des dividendes? Donc, pour un ETF capitalisant, tous les dividendes versés sont réinvestis automatiquement dans l'ETF. Et donc, comment ça se matérialise? Eh bien, votre plus-value augmente. L'argent des dividendes est réinvesti dans votre ETF. Au niveau de la mention donc de cette politique de dividendes dans le nom de l'ETF, vous retrouverez AC, donc pour accumulative, donc capitalisant. Par exemple, Amundi CAC 40, à la fin, vous voyez AC. Pour les ETF distribuants maintenant, les dividendes vous seront versés directement donc sur votre compte espèce et vous recevez donc régulièrement des liquidités. Et là, vous trouverez une mention DIST. Donc, par exemple, Amundi CAC 40 et à la fin, DIST. Et là, en tant que conseiller en gestion de patrimoine, je vous recommande fortement les ETF capitalisants pour plusieurs raisons, notamment parce que ça va être un meilleur vecteur d'intérêt composé puisque les dividendes vont être réinvestis automatiquement et donc ça va augmenter cet effet cumulé et donc la puissance des intérêts composés. Également parce que l'émetteur de l'ETF va pouvoir optimiser aussi cet réinvestissement de dividendes et aussi parce que en ne vous versant pas les dividendes directement, cela ne va pas déclencher de l'impôt, notamment sur un compte titre ordinaire ou un ETF distribuant. Eh bien, dès que vous percevez un dividende, ça va déclencher la case impôt et donc déclencher de la fiscalité. Et ça, eh bien, on veut éviter quand on investit en bourse. L'idée, quand on investit en bourse, c'est de ne jamais payer de fiscalité tant qu'on est en train d'investir et uniquement lorsqu'on voudra profiter de son portefeuille. Là, il y aura peut-être une friction fiscale qu'on va essayer de minimiser au maximum. Raison numéro 8 d'investir en ETF, c'est la large diversification. On a vu avec des ETF, on va pouvoir s'exposer à une vingtaine de pays développés, à une vingtaine aussi de pays émergents. On va pouvoir avoir tous les secteurs d'activité. On va pouvoir avoir des milliers d'entreprises dans un ETF All Country World. En gros, c'est un ETF qui va mixer le MSCI World et le MSCI Emerging Markets. On va avoir dans son ETF 2688 entreprises. C'est énorme et ça permet de vraiment diversifier et donc de minimiser les risques puisqu'on va là absolument pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Imaginez un investissement en bourse sur 10 entreprises. S'il y en a une qui fait faillite, eh bien, si elle représentait 10% de son portefeuille, c'est 10% de perte. C'est énorme. Mais plus que cette diversification géographique, sectorielle, etc., ça permet de ne rien louper. Je m'explique. À votre avis, quelle action fallait-il acheter il y a 5 ans? Est-ce qu'il fallait acheter Apple, Amazon, Air Liquide, Netflix? Quelle était la meilleure entreprise à acheter à ce moment-là? Eh bien, la réponse, c'est qu'il ne fallait acheter aucune de ces 4 actions très connues que la majorité des investisseurs en bourse ont en portefeuille. Les meilleures actions il y a 5 ans, c'était pas ces 4-là, c'était par exemple Supermicro, qui a fait plus 1664% de performance sur cette période. Ça a complètement écrasé la performance de Netflix, Apple, Air Liquide ou Amazon. Autre idée, c'était Howmet Aerospace, plus 898%. Le problème, c'est que ces actions qui surperforment et qui battent de plate couture les actions très connues, ces actions-là sont beaucoup moins connues. Est-ce que vous connaissiez Howmet Aerospace? En fait, il faut comprendre en bourse un phénomène très important, c'est l'asymétrie des rendements. Seule une poignée d'entreprises génèrent des performances extraordinaires, vraiment qui sortent de l'ordinaire. C'est notamment plusieurs études qui ont montré ça. Ici, on voit donc sur une période de 20 ans, au niveau donc des entreprises américaines, donc ici la médiane à 63%, on voit que 50% des entreprises sur 20 ans ont généré moins de 63% de performance.
Il y en a pas mal d'ailleurs qui se sont complètement cassé la figure et certaines sont arrivées à moins 100%, donc qui ont fait faillite carrément. Et donc, on a 50% des sociétés qui font mieux que cette médiane à 63% de performance sur 20 ans. Et seule une petite poignée d'entreprises ont des performances extraordinaires de plus de 1000% sur cette période. C'est moins de 10% des entreprises. Et c'est grâce à ces entreprises, à cette petite poignée qui génère des performances extraordinaires, que l'indice, donc l'ETF, va avoir de bonnes performances. Puisque l'indice, justement, au niveau des performances, il se situe ici, plus 322% sur cette période. Donc c'est beaucoup plus que la médiane, parce qu'il est tiré vers le haut grâce à ces entreprises qui font des performances extraordinaires. Ce que ça veut dire, c'est que c'est très difficile de sélectionner ces petites entreprises qui ont des performances extraordinaires parce que très souvent, elles sont inconnues du grand public. Donc, ce ne sera pas des Apple, des Microsoft, des Tesla, etc. Ce seront des entreprises complètement inconnues du grand public. Et il faut absolument les avoir en portefeuille. Sinon, vous n'allez pas du tout obtenir de bonnes performances en bourse. Et donc, vous devez obligatoirement détenir ces actions qui font plus de 1000% de performance. Sinon, vous obtiendrez des performances médiocres en bourse. Et vous passerez à côté de la puissance des intérêts composés. Donc ça, c'est très important. Acheter des entreprises connues, c'est une erreur commune. Vous allez voir beaucoup de gens sur Internet qui vont vous parler d'acheter du Tesla, du Amazon, du Apple, du Nvidia, des choses comme ça, évidemment. Ça, c'est une erreur commune, ou du PayPal, du DocuSign, du Total Energy. Donc, c'est vraiment un piège à éviter. Et même parfois, on va vous parler d'actions très connues qui sont considérées comme des investissements bon père de famille. On parlait d'Orpea, donc qui s'est renommé en Emeis dans les EHPAD, comme un investissement bon père de famille. Vous voyez, sur 5 ans, la performance a été de moins 99,81%. Un investisseur a tout perdu là-dessus. On parlait aussi d'investissement bon père de famille sur Atos, qui sur 5 ans également a fait moins 99%. On parlait d'investissement bon père de famille aussi sur Alstom auparavant. Voilà. Donc, des exemples comme ça. Et donc, au contraire, en investissant dans des ETF, vous allez investir dans tout un tas d'entreprises. On a vu tout à l'heure des milliers d'actions. Et c'est grâce à ça que vous allez être sûr de détenir ces actions faisant plus de 1000%, puisque finalement, vous achetez toutes les actions. Et c'est ainsi que Jack Bogle, le fondateur de Vanguard, un des pères fondateurs des ETF et des fonds indiciels, disait: ne cherchez pas l'aiguille dans la botte de foin, achetez tout simplement la botte de foin. Et ça, c'est une stratégie très connue. On sait que c'est une stratégie qui fonctionne. La stratégie des grands investisseurs a été d'acheter des œuvres d'art en masse. Une poignée d'entre elles sont devenues des placements ultra rentables, rendant le portefeuille total très, très performant. Ce n'est pas plus compliqué que ça, donc c'est ce que disait Horizon Research Group. Et c'est exactement la même stratégie dans les startups. Dans les startups, on va investir dans beaucoup, beaucoup de startups. Et il y en a certaines qui vont exploser, qui vont devenir des pépites, des futurs Amazon, des futurs Apple. Et c'est ça qui va tirer la performance du portefeuille vers le haut. Et c'est pour ça que les ETF sont le placement en bourse à la fois très accessible, très simple, mais aussi très performant. Donc aujourd'hui, les ETF, c'est vraiment une opportunité qu'il ne faut pas rater et qu'il faut vraiment avoir dans son portefeuille en bourse. C'est très important. Il y a d'autres raisons encore. Raison numéro 9, profiter des intérêts composés. On l'a vu tout à l'heure, on l'a vu aussi avec les ETF capitalisants qui permettent de réinvestir les dividendes. Là, un autre exemple en investissant 50 000 euros. Donc vous voyez au niveau des intérêts composés, en fonction de la performance annuelle obtenue. Évidemment, on va chercher le maximum de performance annuelle possible. Et historiquement, la bourse a généré 10% de performance annuelle brute avant inflation. Après inflation, c'est plutôt autour de 7% de performance annuelle. Vous voyez, donc en investissant 50 000 euros à 7% par an net d'inflation au bout de 30 ans, on obtient 503 000 euros grâce aux intérêts composés. Et brut d'inflation, on pourrait dire 872 000 euros. Évidemment, les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Et évidemment, investir en bourse comporte des risques. On va parler aussi des bonnes pratiques, des risques à faire très attention quand on investit en ETF. Et puis, je rappelle que grâce aux intérêts composés, on peut investir des petits montants tout de même. Ici, 5 euros par jour, 150 euros par mois, à 10% par an pendant 35 ans. On obtient plus de 569 000 euros. Et pour 300 euros par mois, on obtient un peu plus d'1 million d'euros de capital.
Raison numéro 10, on a commencé à l'évoquer, mais du coup, c'est la performance. Grâce aux ETF, on va pouvoir vraiment s'exposer à la bourse de la meilleure manière et pouvoir profiter du coup des performances boursières assez exceptionnelles. Ici, donc sur les actions américaines, sur le S&P 500 depuis 1992, si on avait investi 10 000 euros, eh bien, on aurait aujourd'hui 304 000 euros de capital final, une performance annualisée de 10,83%. Mais ce n'est pas seulement une performance absolue qu'il faut comprendre avec les ETF, c'est aussi une performance relative par rapport aux autres investisseurs. Il y a une étude, Spiva, qui est faite chaque année et qui montre que une simple stratégie ETF bat la très grande majorité des investisseurs professionnels. C'est ce qu'on voit ici dans la dernière étude sortie. Si vous prenez le S&P 500 sur 20 ans, 91,99% des fonds professionnels en bourse n'arrivent pas à faire mieux que l'indice S&P 500, indice dont on peut obtenir la performance très facilement grâce aux ETF. Les ETF, ce n'est pas seulement s'exposer à la bourse, c'est se placer parmi le top 10% des meilleurs investisseurs sur le long terme. Les investisseurs professionnels n'arrivent pas à faire mieux, même avec toutes leurs compétences, leur armée de mathématiciens, de statisticiens, etc. Et ça paraît invraisemblable quand on s'en rend compte au début, quand on voit cette étude pour la première fois, on se dit mais comment c'est possible? C'est très simple, les fonds professionnels prennent notamment beaucoup de frais qui freinent la performance. Et les fonds professionnels essayent de faire du stock picking, donc de sélectionner les meilleures actions, alors qu'on a vu que la meilleure stratégie, c'était d'investir dans toutes les actions, comme on le fait dans le monde des startups, comme on le fait dans le monde de l'art. Comme ça, on ne passe pas à côté des pépites et de cette petite poignée d'actions qui va avoir des performances extraordinaires. Autre raison de pourquoi investir en ETF, et là vous allez aussi mieux comprendre comment fonctionne un ETF et comment ça peut vraiment être un investissement qui prend très très peu de temps, c'est la fonction auto-nettoyante des ETF. Un ETF, il faut imaginer ça comme quelque chose de très vivant qui évolue en permanence, puisque des entreprises qui sont les moins performantes, qui sont en bas du classement, par exemple les 500 du S&P 500, eh bien par exemple les 10 dernières ou les 15 dernières, si elles continuent de ne pas amener beaucoup de performance et de perdre en capitalisation, elles vont sortir de l'ETF. Elles vont sortir de l'indice S&P 500 pour être remplacées par des nouvelles entreprises qui sont en pleine croissance, qui sont en train d'être beaucoup plus performantes. Et donc, on a un ETF qui va s'auto-nettoyer en permanence, qui va sortir, on va dire, les brebis galeuses pour faire rentrer des futures pépites. Ça se comprend assez facilement en faisant une analogie avec le football. Donc vous avez par exemple la Ligue 1 avec les 18 meilleures équipes de foot en France. Et chaque année, il y en a 2 qui sont reléguées en Ligue 2. Et les 2 de Ligue 2 qui sont les meilleurs actuellement sont passés en Ligue 1. Et c'est un petit peu pareil avec le S&P 500 qui va s'auto-nettoyer et qui va être continuellement à jour finalement des marchés financiers avec les meilleures entreprises dans son portefeuille. Et donc, ça permet aussi pour nous investisseurs d'avoir un portefeuille complètement passif, complètement automatisé, on n'a rien à faire. L'ETF s'actualise en permanence sans qu'on ait besoin de changer nos positions. Donc c'est aussi pour ça que c'est un investissement très passif qui prend très peu de temps. Et ici, on a une étude de Rosenberg Research qui montre en fait en 1997, si on prenait un indice américain qui est le Dow Jones, et si on prend à ce moment-là les entreprises qui composent cet indice et qu'on les garde un peu plus de 20 ans. Ça, c'est la courbe rouge au niveau de la performance. Vous voyez que la performance est relativement médiocre. Par contre, si on applique la fonction auto-nettoyante des ETF, ça c'est la courbe bleue, on n'a pas juste les entreprises du Dow Jones en 1997, on a les entreprises du Dow Jones en 1997, mais qui sont réactualisées en continu pour faire sortir les brebis galeuses et pour faire rentrer des nouvelles pépites. Et là, on obtient la performance de la courbe bleue. Et ça, eh bien, ça va vraiment nous aider dans notre portefeuille pour obtenir encore plus de performance. Et encore une fois, tout ça est 100% automatisé.
Enfin, raison 12 de pourquoi investir en ETF, eh bien vous êtes propriétaire de vos ETF. Pour ceux qui auraient peur et qui se diraient ouais mais quand j'investis en ETF, j'ai pas directement les actions en portefeuille. Si, en fait vous êtes actionnaire du fonds. L'ETF est un fonds Exchange Traded Fund, donc fonds négocié en bourse en français. Et donc vous êtes propriétaire de ce fonds, vous êtes actionnaire du fonds. Les actifs du fonds sont conservés chez un dépositaire indépendant et tout ça est très bien séparé de la société de gestion. Donc, si Amundi, si BNP, si BlackRock ou que sais-je fait faillite ou ferme un ETF ou autre, eh bien, vous êtes toujours propriétaire de tout ça. Vous allez récupérer votre argent. Typiquement, si un ETF ferme, n'est plus commercialisé, que fait la société de gestion? Ce n'est pas son argent. Elle ne peut pas avoir la main dessus, hein. Donc, elle dit, voilà, j'arrête de commercialiser. L'ETF est clôturé. Les investisseurs récupèrent l'argent au jour de la clôture, hein. Donc, si l'ETF cotait à 100 euros, eh bien, vous récupérez 100 euros fois le nombre de parts d'ETF que vous déteniez. Et vous pouvez ensuite réinvestir cet argent ailleurs, tout simplement. Donc, toutes ces raisons font que les ETF aujourd'hui sont en train d'exploser, sont en train d'être hyper démocratisés. Tout le monde est en train de comprendre que c'est la meilleure manière d'investir en bourse. J'ai vu, moi, ça fait un peu plus de 5 ans maintenant que je fais des vidéos sur les ETF, notamment que je fais de la pédagogie, que je participe à l'éducation financière des Français. Et je vois en 5 ans l'ampleur que ça a pris et de plus en plus. Aujourd'hui, dans la rue, on peut trouver des gens qui connaissent les ETF. Ça n'existait pas du tout il y a 5 ans. C'est un sujet vraiment qu'il faut maîtriser aujourd'hui. C'est très important pour des questions d'inflation, pour des questions de préparer sa retraite soi-même, pour juste reprendre le contrôle de son épargne, pour faire fructifier son patrimoine. Voilà, tout ça, c'est quelque chose qu'il faut comprendre aujourd'hui. Il faut se former sur le sujet. Et tous les avantages des ETF font aujourd'hui, c'est même défendu par des légendes de l'investissement. Par exemple, Warren Buffett, donc le directeur de Berkshire Hathaway, top 10 des fortunes mondiales, qui disait en investissant périodiquement dans des fonds indiciels, les investisseurs particuliers peuvent surpasser la plupart des professionnels de l'investissement. Également des prix Nobel de l'économie comme Harry Markovitch, qui disait donc l'investisseur intelligent achète et détient seulement un portefeuille bien diversifié en utilisant des ETF. Alors évidemment, investir en bourse comporte des risques, donc il faut bien comprendre les risques, les inconvénients aussi d'investir en ETF, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Gardez en tête qu'investir comporte des risques, mais ne pas investir, c'est la garantie de perdre de l'argent à cause, du manque à gagner, des opportunités manquées, de ce que vous auriez pu faire pour votre épargne, la manière de fructifier, les intérêts composés, etc. Mais aussi de l'inflation qui va grignoter votre pouvoir d'achat jour après jour. Alors, première chose à bien comprendre, les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Tout ce qu'on a vu historiquement peut ne pas se répéter dans le futur. Par contre, on va faire tout pour mettre toutes les chances de son côté pour obtenir le maximum de performance avec le minimum de fiscalité et pour contrer l'inflation et pour faire vraiment fructifier son épargne. Maintenant, évidemment, personne ne peut vous garantir une performance, personne ne peut vous dire ce que vous allez gagner précisément. Et si quelqu'un vous dit le contraire en bourse avec du trading ou que sais-je, sachez que c'est une arnaque, fuyez. Deuxième chose, c'est impossible d'exclure une certaine entreprise de l'ETF. Effectivement, vous investissez avec des ETF dans un panier déjà diversifié d'actions, vous ne pouvez pas choisir individuellement telle ou telle action. Si par exemple, vous avez dans votre portefeuille d'ETF l'action Tesla et que vous n'aimez pas Tesla parce que vous n'aimez pas Elon Musk par exemple, malheureusement, vous l'aurez quand même en portefeuille où vous ne pourrez pas l'enlever. Donc, on ne pourra pas faire du sur-mesure avec des ETF, mais c'est un petit peu le prix à payer pour avoir tous les avantages qu'on vient de montrer sur les ETF. Troisième risque, ça c'est le risque de tout investissement et je vous disais aussi c'est le risque même de ne pas investir à cause de l'inflation qui vous garantit par contre là une perte. Eh bien, la bourse, c'est aussi volatile. Il y a des années où ça se passe très bien, il y a des années où ça se passe un peu moins bien, voire il y a des années où c'est des crises, des cracks boursiers. Il faut être conscient de tout ça, il faut se former sur le sujet pour bien comprendre comment contrer ces crises, comment bien investir. Et la clé, c'est d'investir sur le long terme de toute façon. Et même quand il y a une crise, de continuer d'investir, d'acheter même quand eh bien, c'est moins cher grâce à une crise. Eh bien, on achète à prix réduit, c'est un petit peu les soldes, c'est les promotions en bourse, autant continuer d'investir. Et aussi, il va falloir lutter contre tous ces biais cognitifs qui vont nous pousser à paniquer parfois, à prendre de mauvaises décisions. Il faut éviter aussi d'écouter les médias, les actualités financières, etc. Tout ça n'a aucun intérêt pour votre portefeuille boursier. Vous pouvez aussi avoir le risque de change, c'est-à-dire qu'en investissant sur des actions américaines, eh bien, vous vous exposez à la devise dollar américain. Et le dollar américain
peut, par exemple, face à l'euro, prendre de la valeur comme aussi perdre de la valeur. Donc c'est un risque supplémentaire, mais qui, encore une fois, sur le long terme, est très modéré, puisque sur le long terme, l'effet de devise n'est pas du tout significatif dans la performance d'un ETF. Cinquième risque, c'est finalement de ne pas choisir les bons ETF. Il y a certains ETF qui sont beaucoup plus risqués que d'autres. Il y a certains ETF qui sont beaucoup moins performants que d'autres. Et donc, il va falloir choisir les meilleurs. On va voir ça ensuite. Sixième risque, c'est que l'ETF ne suive pas correctement son indice de référence. Là aussi, il va falloir sélectionner les meilleurs ETF avec des bonnes réplications. Ici, par exemple, on voit l'indice qui a plus 64% de performance sur 10 ans. L'ETF est à plus 54%, donc on a 10% de moins à cause de l'ETF qui réplique mal son indice. Septième inconvénient, c'est qu'on a parfois certains ETF qui vont surpondérer les États-Unis. On a vu par exemple avec le MSCI World, on a tout de même 72% investi aux États-Unis. Ça peut être un risque de mauvaise diversification. Il va falloir aussi bien construire son portefeuille d'ETF. Huitième inconvénient, on va dire, c'est que investir en ETF, c'est ennuyant. Effectivement, une fois que vous avez créé votre stratégie, créé votre portefeuille, que vous investissez dessus, par exemple, tous les mois, et même que vous avez automatisé tout ça, il n'y a plus rien à faire et vous n'allez pas être excité, on va dire, par votre investissement en bourse. Ça ne va pas être un jeu et c'est tant mieux, j'ai envie de dire. Ça, c'est un bon inconvénient. C'est que l'investissement, c'est très sérieux. C'est pour votre avenir financier, c'est pour protéger vos proches, c'est pour vous verser des revenus complémentaires, c'est pour ne plus dépendre que d'une seule source de revenus. Et comme disait Paul Samuelson, qui est un prix Nobel, il disait « Investir, c'est comme regarder de la peinture sécher. Si vous voulez de l'excitation, prenez 400$ et allez au casino. » Voilà. Investir, ce n'est pas du tout du casino, c'est complètement autre chose et c'est quelque chose de très sérieux et effectivement, ça peut être ennuyant. Neuvième inconvénient, un ETF peut fermer, donc peut ne plus être commercialisé. Et comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, ce n'est pas tant un inconvénient que ça, puisque vous allez retrouver votre argent et vous allez pouvoir ensuite investir cet argent ailleurs. Je profite d'ailleurs de cette vidéo pour vous dire que si vous voulez vous former sur l'investissement en bourse, sur l'investissement en ETF, j'ai créé une formation offerte. Vous retrouverez le lien pour y accéder en description. Donc, c'est sur comment investir pour protéger votre avenir financier et vous générer des revenus passifs, même en partant de zéro et sans connaissance. Dedans, vous y apprendrez à investir, à faire travailler votre argent intelligemment, à vous enrichir grâce à un patrimoine solide et durable, à créer un portefeuille optimisé d'ETF, à éviter les erreurs pouvant coûter plusieurs milliers d'euros et à gérer le tout en moins de 10 minutes par mois. Et c'est accessible à tous, dès 100€ par mois à investir. Donc, je vous mettrai le lien en description si ça vous intéresse. Alors, partie 4, on va parler des ETF thématiques, puisque effectivement, grâce aux ETF, vous allez pouvoir investir sur l'eau, sur des minerais, sur l'intelligence artificielle, sur des crypto-actifs, sur des métaux comme l'or, l'argent, le nickel, etc. En fait, aujourd'hui, il y a plus de 13 000 ETF dans le monde. Il y a des ETF aujourd'hui qui vous permettent d'investir sur un peu tous les segments de l'économie, toutes les thématiques possibles. Sachez que du coup, vous pouvez prendre aussi beaucoup de risques à cause des ETF si vous choisissez des ETF qui sont mal diversifiés. Imaginons que vous investissez uniquement sur les crypto-monnaies grâce aux ETF et que les crypto-monnaies se cassent la figure, votre portefeuille, votre argent va également se casser la figure. Il y a d'autres ETF qui peuvent avoir des frais très élevés. Il y a également des ETF qui vont surfer sur des hypes. Ici, c'est un ETF qui s'appelle le ARK, qui est un ETF qui surfait vraiment sur la hype de la tech américaine, même des crypto-actifs qui investissaient énormément, notamment sur le Bitcoin, sur Tesla, etc. Et qui a perdu plus de 80% de sa valeur en 2022 parce qu'il y a eu une crise sur ces segments-là. Donc faites très attention à toujours bien diversifier et à respecter tous les principes qu'on voit dans cette vidéo. Alors maintenant, parlons de comment les ETF répliquent leur indice parce qu'il y a des choses à bien comprendre par rapport à ça. Il existe pour les ETF 3 types de réplication, donc pour répliquer leur indice de référence qui va être le CAC 40, le S&P 500, le MSCI World, etc. Donc il va contenir plusieurs entreprises ici. Juste pour schématiser, imaginons que cet indice contient 5 actions. Première réplication possible pour un ETF, c'est très simple à comprendre, c'est la réplication physique. Tout simplement, l'ETF va investir dans les mêmes actions, aux mêmes pondérations que l'indice, et donc forcément, il va répliquer au mieux l'indice de référence. Deuxième réplication possible, c'est la réplication partielle, échantillonnée ou optimisée. Vous verrez différents termes. Et là,
Eh bien, grâce à une équipe de gestion derrière et grâce à des algorithmes statistiques, l'ETF va se dire, je n'ai pas besoin d'investir dans toutes les actions, j'ai simplement à en sélectionner quelques-unes à l'intérieur et ça va déjà être très, très, très corrélé à l'indice de référence. Alors ça, c'est surtout utilisé quand on a des indices, par exemple, le plus grand indice, le ACWI IMI, qui contient 9000 actions. Là, la société de gestion peut se dire, si j'en ai à peu près 1500, 2000, je peux très, très bien déjà répliquer en utilisant donc des corrélations, de la statistique, des algorithmes et en sélectionnant donc une partie des actions, ce qui va optimiser la performance plutôt que d'aller investir sur les 9000 entreprises, qui peut être quand même très délicat, peut avoir plus de frais de gestion, plus de frais aussi d'achat, de transaction des actions. Donc ça, c'est une réplication qui existe, mais c'est fait uniquement pour optimiser finalement la performance de l'ETF. Troisième réplication possible, c'est la réplication synthétique ou la réplication indirecte. L'ETF va alors investir dans un panier d'actions qui ne correspond pas à l'indice de référence. Donc là, il va obtenir une certaine performance qui peut être différente. Imaginons, il veut répliquer le S&P 500. Le S&P 500 sur la journée a fait plus 2%. Son panier d'actions, lui, obtient plus 1%. Et bien ensuite, il va avoir un swap, c'est-à-dire un contrat financier. C'est technique, mais c'est un contrat financier très utilisé dans le monde financier et qui va simplement échanger la performance. Donc, le panier d'actions a obtenu plus 1, le S&P plus 2. Eh bien, ils vont s'échanger 1% de différence. Ils vont s'échanger la différence pour que l'ETF ait bien la performance du S&P 500, soit 2% cette journée-là. Tout ça paraît complexe. Sachez que la réplication synthétique, la réplication indirecte, elle permet notamment d'avoir des ETF dans le PEA, le plan épargne en action, qui est une enveloppe très avantageuse fiscalement. Cette réplication aussi, elle est très fidèle et donc elle permet de très très bien répliquer. C'est la meilleure réplication d'ailleurs. C'est peut-être la plus complexe à comprendre, mais pourtant c'est la meilleure. Et également, cette réplication a tout un tas de garde-fous et de sécurisation, notamment en ayant des swaps avec différentes contreparties et en échangeant notamment la différence de performance tous les jours. Tous les jours, c'est remis à zéro. Donc ça, c'est très important à comprendre comment ça fonctionne vraiment la réplication d'un ETF. Maintenant, on va voir ensemble comment lire un ETF, parce que ça, c'est très important aussi lorsque vous allez commencer à investir, de bien comprendre ce sur quoi vous investissez. Donc ici, on a le Amundi CAC 40 ESG UCITS ETF DR Euro, entre parenthèses D, c'est pas très compréhensible. Amundi, premièrement, c'est le nom de l'émetteur. Donc, c'est la société qui va gérer l'ETF. Ici, Amundi, ça pourrait être BlackRock, plutôt sa filiale qui va s'appeler iShares. Ça pourrait être BNP Paribas, ça pourrait être Vanguard. Voilà, plusieurs émetteurs. Ensuite, ici, on va voir l'indice répliqué, donc le CAC 40 qu'on a vu précédemment. Ensuite, ici, on voit que cet indice, ce n'est pas vraiment le CAC 40, c'est quand même le CAC 40 ESG. Donc, il va y avoir des critères extra-financiers associés à l'investissement, associés à cet ETF. ESG pour environnement, social, gouvernance. Donc, il va y avoir des critères, notamment sur l'investissement donc responsable, etc., qui peut exclure des entreprises, par exemple des entreprises œuvrant dans l'armement ou des entreprises liées à l'extraction de pétrole, etc. UCITS, ça c'est tout simplement une norme réglementaire européenne et donc ça c'est une bonne nouvelle. Quand vous voyez UCITS, ça veut dire que c'est bien un ETF régulé à l'échelle européenne qui permet donc de protéger les investisseurs particuliers et les épargnants. ETF, donc il s'agit bien d'un ETF. DR, c'est pour le mode de réplication. Donc ici, Direct Replication, donc c'est bien de la réplication physique. Ici, on a la devise en euros. Et ici, on a l'affectation des dividendes. Donc ici, c'est un ETF distribuant qui va distribuer donc les dividendes. Vous trouverez aussi le code ISIN, donc International Securities Identification Number. C'est l'identifiant unique de l'ETF pour le retrouver facilement sur votre compte d'investissement, chez votre courtier, etc. Et les deux premières lettres de l'ISIN vous indiquent la domiciliation de l'ETF. Donc FR pour France, LU ici pour Luxembourg, vous trouverez aussi souvent IE pour Irlande. Alors maintenant, je vais vous montrer qu'il y a vraiment beaucoup d'indices boursiers. On a vu des ETF géographiques comme le CAC 40 sur la France. Donc l'Eurostock 50, un indice de 50 des plus grosses actions cotées en Europe. On a aussi le MSCI Europe, plus diversifié, autour d'un peu plus de 400 entreprises européennes.
le Russell 2000. 2000 petites capitalisations américaines qu'on appelle des small caps. Donc, dedans, vous n'aurez pas du Apple, du Microsoft, etc. Vous aurez les 2000 plus petites entreprises parmi les 3000 plus grosses sociétés cotées aux États-Unis. Le S&P 500, on a vu avec les 500 plus grosses entreprises américaines. On a les ETF larges, on a vu le MSCI Emerging Markets, le MSCI World. Vous aurez aussi des ETF technologiques, le Nasdaq 100 composé à 50% d'entreprises tech américaines ou encore le Stoxx Europe 600 Technologies pour investir sur les actions européennes technologiques. Vous aurez aussi des ETF sectoriels comme le S&P Global Clean Energy, donc sur les énergies renouvelables et les énergies propres. Vous aurez des ETF sur l'or typiquement, donc Physical Gold. Vous aurez des ETF sur l'intelligence artificielle, sur les crypto-monnaies, des ETF même qui vont mettre de l'effet de levier, il faut faire très attention à ça évidemment, des ETF sur des obligations. Vous avez tout un tas d'ETF et donc la question se pose, comment choisir les meilleurs ETF? Voici donc les 7 étapes pour les choisir. Première étape, vérifier l'indice répliqué. Vous voulez investir sur des actions américaines, déjà il va falloir se positionner sur le S&P 500 ou d'autres indices américains. Donc, c'est la première chose à regarder. Ici, par exemple, si on veut investir sur des actions françaises avec le CAC 40, ici, on est sur du CAC 40 et même on est sur du CAC 40 ESG. Est-ce que ça correspond bien à ce sur quoi vous voulez investir? Deuxième étape, c'est vérifier la société émettrice, qui soit donc une société avec une très bonne réputation et bien connue sur les ETF. En France, on a Amundi, évidemment, BNP Paribas. On a aussi des entreprises comme BlackRock avec donc la filiale iShares sur les ETF, Vanguard, tout ça sont des émetteurs très sérieux et très réputés. Troisième étape, vérifier la qualité de la réplication de votre indice. Donc, il suffit d'aller sur la fiche de l'ETF et donc de voir à quel point l'indice est bien répliqué, notamment comme on l'a vu précédemment, notamment avec les courbes qui comparent la performance de l'indice et de l'ETF. Quatrième étape, il va falloir regarder que c'est bien éligible à l'enveloppe fiscale sur laquelle vous voulez investir. Si vous voulez mettre des ETF sur PEA, tous les ETF ne sont pas éligibles au PEA. Il faut aussi que ce soit éligible à votre courtier. Donc, si vous voulez investir sur des ETF, sur les crypto-actifs typiquement, sur les crypto-monnaies, tous les courtiers ne les référencent pas. Cinquième étape, il faut regarder le prix de la part de l'ETF. Si vous n'avez que 10 € à investir, un ETF avec 80 € de prix par part ne sera pas accessible. Donc ça, c'est bien quelque chose à regarder. Heureusement aussi, il y a certains courtiers qui permettent d'acheter des fractions de parts d'ETF. Et un ETF qui coûte 78 € par exemple, on peut très bien investir 10 € dessus. C'est aussi le cas dans des assurances vie et dans les PER où on peut acheter des fractions de parts d'ETF. Sixième étape, on va regarder le type de distribution comme on l'a vu. Est-ce qu'on veut un ETF qui va capitaliser les dividendes ou un ETF qui va distribuer les dividendes? Septième étape, on va regarder l'encours de l'ETF. Effectivement, c'est plutôt intéressant de se positionner sur des ETF qui ont un encours supérieur à 100 millions d'euros. Ici, cet ETF, par exemple, a 817 millions d'euros sous encours. Pourquoi? Parce qu'en dessous de 100 millions, on estime qu'un ETF n'est pas forcément rentable pour la société émettrice. Alors, s'il est très récent, c'est normal, il est en train peut-être de se développer et un jour ou l'autre, il dépassera les 100 millions d'euros d'encours. Si par contre, il est ancien, il a des frais faibles et il a moins de 100 millions d'encours, eh bien peut-être qu'un jour ou l'autre, la société de gestion va soit changer l'indice de réplication, va soit augmenter ses frais ou va peut-être arrêter de le commercialiser. Et ça a un impact pour l'investisseur. Donc attention aussi à ce critère. Donc ça, c'était les 7 étapes, les 7 critères à regarder. Et là, vous vous dites, mais Mathieu, tu n'as même pas parlé des frais de gestion. Je n'ai pas parlé des frais de gestion parce que j'ai parlé déjà de la réplication. Et la réplication, elle est nette de frais de gestion. Il vaut mieux un ETF qui a 0,3% de frais de gestion, mais qui réplique très bien l'indice sous-jacent et qui arrive même peut-être à avoir une performance supérieure à l'indice, qu'un ETF avec 0,1% par exemple de frais de gestion annuels, mais qui au niveau de la réplication est bien en dessous et fait moins bien in fine, puisque je rappelle que les frais de gestion sont prélevés directement sur la performance de l'ETF. Du coup, mon équipe et moi avons évidemment pré-mâché tout ce travail et on a sélectionné les meilleurs ETF dans un tableur comparatif complet où vous retrouverez le nom de l'ETF, les ISIN, le code, les places boursières, est-ce que c'est éligible au PEA ou pas, les frais de gestion, l'encours sous gestion et d'autres paramètres très importants à vérifier avant d'investir sur les ETF. Donc, vous pouvez télécharger gratuitement cette liste complète des meilleurs ETF.
Le lien est en description également. Partie 10, là vous vous posez maintenant la question, comment j'investis en ETF, sur quelle enveloppe? Est-ce que je vais choisir le PEA, le PER, l'assurance vie, un compte titre ordinaire? Tout ça sont des sujets assez complexes qui dépendent forcément de votre situation, qui dépendent de votre profil d'investisseur, de ce que vous voulez faire précisément. Et donc, il n'y a pas de réponse industrialisée, il n'y a pas de réponse générique. Donc, c'est pour ça que je vous invite d'aller voir plutôt les différents guides complets qu'on a fait sur le PEA, sur le PER, sur l'assurance vie. Donc, je mettrai tous les liens en description. Je vous invite à aller voir ça pour vraiment optimiser votre fiscalité. Et pour ceux qui veulent se former en profondeur, évidemment, il y a la formation offerte déjà qui va vous apprendre beaucoup de choses. Mais on a aussi chez S'Investir un programme de formation et d'accompagnement complet qui s'appelle le programme LBD. Et évidemment, on parle de tout ça en profondeur, étape par étape, pour vraiment construire votre portefeuille, optimiser et gérer votre patrimoine au mieux. Maintenant, passons à la pratique, partie 11, comment acheter un ETF. Eh bien, on va acheter ensemble pour 1 000 € d'ETF tout de suite. Donc, je vous montre sur mon écran. Donc, on se retrouve sur mon portefeuille Trade Republic, qui est le courtier que je recommande vivement pour le PEA, pour le compte titre. Pour moi, c'est le meilleur courtier aujourd'hui, avec des frais très faibles et des plans d'investissement programmés gratuits. Donc ici, vous voyez mon portefeuille, ma performance ici. Donc essentiellement des ETF, évidemment. Alors, comment ça marche? Tout simplement, on peut trouver des actions, on peut trouver des cryptos et on peut trouver des ETF. On voit ici les ETF les plus populaires. Donc, on peut aller voir la liste ici des ETF. Et moi, je veux acheter un ETF très précisément. Je veux acheter celui-ci. Donc, je colle le code ISIN et je vais acheter donc cet ETF S&P 500. Donc là, deux moyens sur Trade Republic d'acheter. Enfin, je peux dire, voilà, j'achète pour 1 000 €. OK. Comme on peut acheter des fractions d'ETF sur Trade Republic, eh bien ici, je vais acheter 2,5 et quelques par de l'ETF. Donc ici, il suffirait que je fasse valider l'ordre et j'ai plus qu'à cliquer sur acheter maintenant. Donc ce que je fais, mon ordre est placé et hop, je viens d'acheter l'ETF. Alors vous voyez que j'ai perdu 1,25 €. Donc 25, c'est parce qu'il y a une petite variabilité, une petite variation au niveau du cours potentiel, puisque les marchés sont ouverts quand j'achète. Et surtout le 1 €, puisque un ordre d'achat chez Trade Republic, c'est 1 € de frais. Mais j'aurais pu investir de manière complètement gratuite en faisant un plan d'investissement programmé. Donc là, je peux dire que tous les mois, au début du mois, j'investis 50 € voilà, sur cet ETF. Je mets suivant et je crée le plan d'investissement programmé. Voilà, c'est aussi simple que ça d'investir en ETF. Je vais maintenant répondre à toutes les questions que vous posez le plus fréquemment sur les ETF. Déjà, pourquoi il y a une différence de prix dans les ETF qui représentent le S&P 500. Effectivement, on peut trouver tout un tas d'ETF répliquant le S&P 500, mais le prix d'un ETF ne reflète pas la valeur de l'indice, mais le prix d'une part. Et ce qui compte, ce n'est pas le prix, c'est la performance. Et ce sont les émetteurs qui décident du prix initial de l'ETF. Voilà, donc c'est complètement arbitraire, on va dire, le prix d'un ETF, initialement en tout cas, et ensuite il va évoluer en fonction de la performance de l'indice sous-jacent, tout simplement. Donc par exemple, un ETF S&P 500 qui initialement cote à 10 €, on imagine qu'il fasse au bout d'un an 10% de performance, il va ensuite coter à 11 €. Si ce même ETF, l'émetteur avait décidé de le coter initialement à 20 €, à la fin de l'année, il aurait coté donc à 22 € plus 10% de performance. Autre question, à quel moment les dividendes d'ETF capitalisants sont réinvestis? Comment savoir combien on a reçu? Eh bien, dans un ETF capitalisant, les dividendes ne sont pas versés sur votre compte. Ils sont automatiquement réinvestis dans le fonds par la société de gestion au fur et à mesure qu'ils sont perçus, donc le plus rapidement possible. Et des dividendes dans un ETF comprenant plus de 1000 actions, typiquement un ETF MSCI World, les dividendes peuvent être versés tous les jours. Ensuite, est-ce qu'un ETF Monde peut ajuster sa répartition géographique si un pays est retiré de l'indice? Oui, tout à fait. Ce n'est pas directement l'ETF lui-même qui va décider de ça, mais si l'indice retire un pays, imaginons parce qu'il n'y a plus de performance dessus ou autre, l'ETF qui réplique cet indice va faire la même chose dans son portefeuille. Donc, il suit mécaniquement l'indice qu'il réplique. Ensuite, faut-il faire du DCA en ETF ou investir en une fois? Donc, investir en une fois, investir d'un coup, ça s'appelle le lump sum. Et investir tous les mois une même somme, ça s'appelle le dollar cost averaging, donc le DCA. Donc, on investit en janvier, en février, en mars, en avril, etc., etc. Et ça, c'est une très bonne pratique puisque vous voyez qu'on va
investir peu importe ce qui se passe, on va lisser la volatilité et ça permet aussi de minimiser les risques. Donc quand on débute, le mieux c'est d'investir progressivement et de se fixer un montant qu'on va investir tous les mois en DCA. Une autre question, dans combien d'ETF faut-il investir selon le patrimoine? Exemple, est-ce que pour 10 000 €, il faut investir dans 2 ETF? Alors, il n'y a absolument pas de règle, mais il faut être intelligemment diversifié. Quelqu'un qui a 100 000 € peut très bien investir dans un ETF hyper diversifié au niveau mondial. Quelqu'un qui a 10 000 € à investir peut très bien avoir 3 ou 4 ETF parce qu'il va composer plusieurs zones géographiques. Le tout, c'est de respecter les principes de base, la diversification intelligente, le long terme, limiter les biais cognitifs, investir passivement, sélectionner les bons ETF et toutes les autres bonnes pratiques qu'on voit dans cette vidéo. On va parler ensuite du plan d'action en 6 étapes et des 10 meilleurs conseils pour la suite pour vous. Autre question, est-ce qu'il y a des ETF intéressants en Inde? C'est vrai qu'il y a de plus en plus de gens qui veulent investir sur des pays émergents. On a vu déjà le MSCI Emerging Markets qui permet déjà d'investir en Inde, mais aussi il existe des ETF spécialisés sur l'Inde, comme cet ETF en plus qui est éligible au PEA. Attention, il a des frais très élevés, 0,85%. On trouvera d'autres ETF investissant sur l'Inde dans les autres enveloppes fiscales. On passe maintenant au plan d'action en 6 étapes. Première étape, la meilleure enveloppe fiscale quand même en France pour investir en ETF, c'est le PEA. Et donc, première étape si vous voulez commencer à investir, c'est ouvrir un PEA. Et donc là, je vous renvoie au comparatif des meilleurs PEA. Je mettrai ça en description. Deuxième étape, verser un premier montant, par exemple une centaine d'euros, qui va vous permettre ensuite de pouvoir investir progressivement et d'y aller doucement, étape par étape, pour bien tout comprendre. Troisième étape, choisir les bons ETF sur lesquels vous allez investir. Je vous renvoie du coup également en description avec le comparatif des meilleurs ETF. Quatrième étape, mettre en place un plan d'investissement programmé ou à minima, une stratégie d'épargne qui va vous permettre d'investir 50 €, 100 €, 150 € tous les mois sur vos ETF et d'investir en bourse progressivement. Ça aussi, c'est très important. Cinquième étape, patienter, ne pas lire l'actualité financière, ne pas lire le bruit, ne pas paniquer, même s'il y a une crise, même s'il y a un crack. Continuer son plan d'investissement sur le long terme. C'est comme ça que fonctionne la bourse. On a vu depuis plus de 200 ans que les actions se sont très bien comportées malgré des périodes d'instabilité, évidemment. Dans les 200 dernières années, il y a eu des guerres mondiales, il y a eu les plus grandes crises financières, etc., etc. Il faut juste continuer, patienter et continuer aussi de vous former pour bien tout comprendre et continuer de prendre les meilleures décisions financières. Sixième étape, attendre au minimum 10 ans avant d'y toucher. Donc ça, c'est l'horizon de placement sur la bourse minimum. Ça n'existe pas en dessous. En dessous, c'est de la spéculation, c'est du casino. Et si vous avez moins de 10 ans d'horizon de placement, ce n'est pas sur la bourse qu'il faut aller. Il y a d'autres classes d'actifs qui peuvent être très intéressantes, comme des SCPI, comme des obligations ou autres. Maintenant, je vais vous donner les 10 meilleures pratiques à appliquer pour la suite, pour vos investissements en bourse. Première chose, automatisez vos versements, automatisez au maximum pour ne plus avoir à y penser et pour tenir votre stratégie sur le long terme. C'est super, super important. Deuxièmement, diversifiez vos placements. C'est ce que permettent les ETF. Donc, si vous partez sur des portefeuilles d'ETF, ça va déjà être le cas. Mais surtout, faites attention à ne pas sélectionner des actions individuelles et à prendre beaucoup de risques avec des positions trop importantes dessus. Troisième conseil, privilégiez les ETF. Vous avez compris tout l'avantage des ETF qui vont vous positionner parmi les 10% des meilleurs investisseurs sur le long terme. Quatrièmement, investissez dans ce que vous comprenez. N'investissez jamais sur quelque chose que vous n'avez pas complètement compris. Donc, formez-vous sur le sujet. Vraiment, il y a un manque cruel d'éducation financière en France. Et tous ces sujets, vous allez les acquérir une fois et ils vont travailler pour vous le reste de votre vie puisque c'est l'argent là qui va travailler pour vous et non pas l'inverse. Vous n'avez plus travaillé pour l'argent, mais c'est votre épargne qui va fructifier, qui va vous créer de la richesse, qui va contrer l'inflation, préparer votre retraite, vous générer des revenus complémentaires à terme, etc., etc. Donc ça, c'est super, super important. Cinquième conseil, investissez des sommes que vous êtes prêt à perdre. C'est dur comme ça, on se dit mais waouh, c'est super risqué la bourse. Non, c'est juste que si demain vous êtes dans une situation financière compliquée, il ne faudra pas toucher à vos investissements en bourse parce que c'est du long terme justement. Donc prévoyez une épargne de précaution, une épargne de sécurité, c'est super important. Et tout ce que vous investissez, c'est de l'argent que vous laissez pour plus tard, que vous n'allez pas toucher tout de suite. Et donc,
c'est un petit peu une vue de la pensée de se dire: «C'est comme si c'était de l'argent que j'étais prêt à perdre». Ça, c'est une bonne pratique dans l'investissement. Ensuite, adopter un horizon de placement long terme. Je l'ai déjà dit plusieurs fois. Septième conseil, démarrer l'horloge fiscale dès que possible. Donc, c'est le cas pour l'assurance vie, c'est le cas aussi pour le PEA, qui ont des avantages fiscaux respectivement au bout de 8 ans et 5 ans pour le PEA. Donc, au plus tôt vous les ouvrez, au plus tôt vous aurez leurs avantages fiscaux. Huitième conseil, choisissez une plateforme fiable, des meilleurs PEA, les meilleures assurances vie, avec le moins de frais possible, avec les meilleurs ETF à l'intérieur. Je vous renvoie au comparatif des meilleurs PEA, assurance vie, PER en description. Neuvième conseil, passez-y le moins de temps possible. C'est contre-intuitif, mais en bourse, ce n'est pas travailler plus pour gagner plus, c'est passez-y le moins de temps possible pour gagner le plus d'argent possible. Plus vous serez passif, moins vous mettrez des biais cognitifs dans vos investissements, plus vous serez un robot, meilleures seront vos performances. Une étude de Fidelity d'ailleurs avait montré que leurs clients les plus performants étaient ceux qui avaient soit perdu leur mot de passe, soit qui étaient déjà décédés parce que justement ils laissaient fructifier, ils laissaient les intérêts composés faire cet effet boule de neige sans intervention, sans paniquer, et sans retirer lorsque il y a la moindre baisse ou la moindre alerte sur les médias. Parce que je vous avertis tout de suite, vous entendrez chaque année qu'il y a une énorme crise à venir. Chaque année, c'est la même chose. Chaque année, on vous dira ça. Crise économique, crise financière, qu'il faut arrêter d'investir en bourse. Tous les ans, on entend ça. Pourtant, vous avez vu ce que la bourse a apporté, même en période de crise, si on a un temps d'investissement long terme, ça permet vraiment de faire fructifier son capital. Et encore une fois, le plus grand risque sur le long terme, c'est au contraire de ne rien faire. Et ceux qui vous alertent sur des crises à venir, ils vous poussent à une chose, c'est de paniquer, d'avoir peur. Et ça va vous empêcher justement d'investir. Donc, ça va être contre-productif. Ça va vous faire perdre de l'argent d'écouter ces gens-là. 10e conseil, formez-vous avant d'investir. Ça, je ne dirai jamais assez, évidemment, pour appliquer les meilleures pratiques, les meilleurs investissements et prendre les meilleures décisions financières pour votre argent. Parce que il y a vraiment trop de particuliers qui se lancent en bourse sans la bonne stratégie et qui obtiennent ensuite des performances médiocres, voire parfois qui perdent de l'argent. Ça, c'est une étude de JP Morgan qui montre que l'investisseur moyen entre 2002 et 2021 a eu une performance que de 3,6%. C'est très médiocre. Là où on voit que typiquement la bourse avec le S&P 500 a généré une performance de 9,5% par an. Et donc, il y a beaucoup de particuliers qui investissent sans trop comprendre, sans se former, qui font des erreurs, qui perdent de l'argent, qui vont spéculer, qui vont essayer de trader, qui vont essayer de gagner de l'argent rapidement. Et ce qu'ils vont faire, c'est juste perdre de l'argent rapidement et se dire « la bourse, c'est pas fait pour moi » et qui vont faire une croix sur cette opportunité et il y aura un manque à gagner énorme. Donc, je vous rappelle que d'ailleurs, si vous voulez vous former, donc j'ai fait une formation offerte sur le sujet, comment investir pour protéger votre avenir financier, vous générer des revenus passifs, même en partant de zéro et sans connaissance, pour apprendre à investir, faire travailler son argent intelligemment, s'enrichir grâce à un patrimoine solide et durable, créer un portefeuille optimisé d'ETF, éviter les erreurs pouvant coûter plusieurs milliers d'euros, gérer le tout en moins de 10 minutes par mois. Et tout ça, c'est accessible en tous, c'est en description. Merci beaucoup d'avoir suivi cette formation guide complet des ETF. J'espère que vous comprenez maintenant beaucoup mieux ce que sont les ETF, leurs avantages et aussi comment on peut maîtriser leurs risques et bien investir dessus. Vous aurez donc tous les liens en description de toutes les ressources que je vous ai parlé pour vraiment que vous fassiez le mieux pour vous, le mieux pour votre argent, le mieux pour votre patrimoine et votre avenir financier. J'espère que cette vidéo vous a aidé. J'ai essayé de faire le plus complet et le plus accessible possible pour tous parce que vraiment les ETF sont une opportunité, une révolution dans le monde de la finance et j'essaye de rendre ça le plus accessible au maximum de Français et de Françaises. Merci beaucoup, merci pour tous vos messages. C'était Mathieu de la chaîne S'Investir et on se dit à la prochaine.